tous, ou rebonjour pour ceux qui sont déjà là. Donc nous allons maintenant passer à la nouvelle plénière Emerging Valley sur la e-santé. Face aux nouveaux défis sanitaires, comment l'Europe peut s'inspirer de la révolution e-santé africaine. Cette plénière qui est en partenariat avec la métropole Aix-Marseille-Provence, et la vice-présidente de la métropole est en route, va nous rejoindre. Un petit souci de trafic automobile, mais elle n'est plus très loin. Et nous avons la chance d'avoir sur ce panel un grand nombre d'acteurs du terrain, d'acteurs de la e-santé en Afrique. À commencer, je tiens à les remercier avec de nombreuses startups ivoiriennes, avec Youssef Travali qui va se présenter et qui, lui, est dans le monde de la recherche et du concret au niveau de l'innovation avec la Fondation Africa Europe. Et nous avons aussi Israël Bimbe qui est avec nous depuis Kigali et qui est le directeur Africa Go-to-Market d'une très belle success story santé africaine qui s'appelle Zipline et qui vient notamment, un concept qui vient des États-Unis. Mais aujourd'hui, on sait que la e-santé en Afrique, avec 15 millions d'euros en série A, pour donner un exemple parmi d'autres, qui a été levé par Africa Health Holding, donc une start-up ghanéenne en télémédecine, qui a levé ça courant novembre 2021. On voit que ce genre d'exemple, qui en termes de montant était très rare il y a encore quelques années, deviennent légion et se multiplient. Donc on voit quelque part que la e-santé africaine, qui a été aussi boostée par la pandémie de 2019, qui est légitimée aussi par son agilité, par sa manière à répondre aux défis du terrain, aux défis du quotidien, montre un impact concret sur le terrain et qui met les populations au centre. Et en même temps, on voit que les collaborations concrètes peuvent émerger sur la rive nord de la Méditerranée en s'inspirant directement des startups africaines. Je vais vous donner un seul exemple. Zipline est une startup rwandaise qui fait de la livraison de poches de sang et de médicaments au Rwanda depuis maintenant plusieurs années, depuis 2016. Au début, c'était vu comme de la science-fiction. Eh bien, ici à Marseille, l'hôpital privé de Provence, sur ce territoire, est en train de lancer un projet pour, lui aussi, mettre en place un système de livraison de poches de sang et de médicaments sur le territoire marseillais, directement inspiré de cette innovation Zipline. Donc on voit à quel point cette inspiration peut être forte et peut permettre de repenser les paradigmes. Et pour modérer cette table ronde, donc, j'ai le plaisir d'accueillir, et je vais vous demander de les applaudir, Corinne Ouattara, qui est la directrice de Pass Santé Mousso. Bonjour Corinne. Et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Également Anicet Amani, qui est le fondateur de ScanMed. Bonjour Anicet. Je vous demande d'applaudir Anicet. Et également Youssef Travali, qui est le secrétaire, qui est le Research Fellow de Friends of Europe et de la Fondation Africa Europe. Merci beaucoup Youssef. Je vous demande d'applaudir Youssef. Nous avons également Israël Bimbe depuis Kigali au Rwanda, qui est le directeur Africa Go-to-Market, qui va nous présenter cette innovation de livraison de poches de sang et qui est en train aujourd'hui de faire des émules ici à Marseille. Je vous demande d'applaudir Israël depuis Kigali. Et nous allons accueillir Emmanuel Charav dans quelques minutes, qui est en train d'arriver. Je vais commencer par la première partie qui est, et malheureusement, monsieur le ministre de la Santé du Congo, fort malheureusement, est en audience cet après-midi, et en audience présidentielle, et malheureusement, il n'a pas pu nous joindre sur cette session qui était prévue en digital, et nous prie d'accepter ses excuses. Et je crois que Madame la vice-présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence vient d'arriver et elle va pouvoir s'installer tranquillement sur le panel. Je vais commencer tout de suite avec toi, Youssef. On parle beaucoup quand on est sur les enjeux de gestion de crise, de défis sanitaires, de stratégies adoptées pour les politiques publiques. Et je rappelle que l'événement est en hybride. Nous avons une jauge physique qui est limitée. On l'a limitée à 30%, mais qui a plus de 2000 participants sur la plateforme. Et les inscriptions se multiplient encore depuis ce matin. Donc beaucoup de personnes suivent ces débats et beaucoup de personnes seront ensuite intéressées à échanger avec vous sur la plateforme. Ce qui est intéressant, c'est
On a beaucoup parlé de l'enjeu de transfert de compétences, de maîtrise en local des techniques, notamment en matière vaccinale, qui est un point crucial pour le continent. Comment avancer sur ce sujet à l'heure où un nouveau variant est en train de gagner du terrain? Et la deuxième question, si tu pouvais enchaîner, c'est pourquoi on doit s'appuyer sur le digital pour faire avancer la santé? Quelle avancée concrète sur le terrain? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui la révolution e-santé permet de faire de concret qui peut inspirer justement le continent européen? Et j'accueille donc, et je vous demande de l'applaudir, Madame la vice-présidente Emmanuelle Charaf, qui vient d'arriver. Merci Madame la vice-présidente de nous rejoindre pour partager cette expérience. Alors, assez complexe comme question. Peut-être que je vais partir un peu d'une brève explication de ce qu'est la Fondation Afrique-Europe. La Fondation Afrique-Europe, en fait, c'est un réseau, une plateforme de plateformes, donc un réseau de multipartenaires avec plusieurs instruments ou plusieurs leviers d'action. Donc, nous avons comment on appelle, un groupe de hautes personnalités, nous avons un réseau de femmes leaders, et nous avons des groupes de réflexion stratégique. Il y a 5 groupes de réflexion stratégique. Un sur l'agriculture, l'énergie, le transport, la santé et celui sur le digital que je dirige. Alors, cette fondation a aujourd'hui 3 axes prioritaires. Le premier, c'est vraiment le volet financement de la santé, production de vaccins donc, en Afrique. Ça, c'est un des premiers axes prioritaires. Le deuxième axe prioritaire, c'est l'intelligence artificielle et les technologies émergentes dans le domaine de la santé. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer parti de la digitalisation dans le secteur de la santé en particulier? Et le troisième axe très important, c'est celui qui fait le lien, qui fait le pont entre la santé et les enjeux climatiques, parce qu'il y a des conséquences liées aux enjeux climatiques qui auront un impact sur la santé. Alors, pour revenir au premier point, ce que la pandémie nous a appris, c'est que très clairement, on doit se concentrer sur la prévention. La prévention doit devenir, je dirais, un axe prioritaire, surtout en Europe, où l'accent a été beaucoup mis dans le passé sur les aspects curatifs. Mais pour qu'on puisse réellement tirer parti de la prévention, la première chose qui doit être faite, c'est clairement ramener le continent africain à niveau en termes de production de vaccins. Donc il faut localiser la production de vaccins dans les pays africains. Ça veut dire qu'il faut développer tout un écosystème autour de la production de vaccins. Et ensuite, on pourra vraiment se concentrer sur le levier de la prévention. Et c'est au niveau de la prévention que, en fait, l'intelligence artificielle et les technologies émergentes vont jouer un rôle majeur. Donc, par exemple, si je prends le cas des maladies chroniques, les maladies chroniques sont des maladies qu'on peut prévenir, qui sont liées au système alimentaire, qui sont liées à l'environnement climatique et qui sont liées à la génétique. Donc, si on peut tirer parti de la digitalisation pour prévenir ces maladies et réduire en fait le poids que seront les maladies chroniques sur les systèmes de santé à long terme, c'est vraiment un point très important. Un autre point qui me paraît essentiel, c'est, je ne sais pas si ceux qui sont familiers avec les systèmes de santé en Afrique, mais c'est des systèmes de santé pyramidaux. Et ça veut dire qu'on parle des postes de santé, des centres de santé, des hôpitaux de référence et ainsi de suite. Et une des grosses questions dans ces systèmes de santé pyramidaux, c'est le problème de l'interopérabilité. C'est le problème de l'accès à la donnée, tant verticalement mais horizontalement. Alors là, il y a une expérience très importante, c'est qu'on pourrait tirer parti de ce qui se fait en Europe. Vous savez que l'Europe a décidé de mettre en place comment on appelle, la base de données européenne pour la santé, qui va permettre justement de collecter toutes ces données et de pouvoir les utiliser à plusieurs fins. Donc, à des fins curatives ou de traitement de patients, mais également à des fins de recherche. Alors, on pourrait s'inspirer d'un système pareil pour aussi créer une base de données africaine qui serait partagée entre les pays, entre les différents acteurs du système de santé. Un autre point important qui émerge avec la digitalisation, c'est le problème du renforcement de capacité. Donc, un des points sur lesquels on veut travailler, c'est la mise en place d'un observatoire du capital humain dans le domaine de la santé. Parce que vous savez qu'un des grands problèmes avec la digitalisation, c'est qu'on va devoir développer un capital humain qui sera à l'intersection entre la santé pure
et toutes les technologies digitales. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux aller un peu On va poursuivre, on va rentrer. C'est vraiment passionnant parce que tu as vraiment déjà posé les premiers grands enjeux et on va aller un peu plus loin. Je profite de l'arrivée de Madame la vice-présidente, Madame Charaf. Le territoire ex-Marseille-Provence donc, accueille Emerging Valley depuis sa création. Et la métropole est partenaire historique de cette manifestation. Et de manière historique, un sujet qui revient tous les ans et qu'on co-construit notamment avec la métropole, c'est la e-santé. Notre territoire et le territoire ex-Marseille-Provence dispose de nombreux atouts en matière de gestion sanitaire et plus largement en matière de politique de santé qui rayonnent à l'international et qui peuvent trouver des partenariats concrets avec les pays africains. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner quelles seraient ces politiques et comment on peut établir des partenariats avec les partenaires africains ? Oui, bonjour. Déjà, merci pour cette 5e édition. Merci de nous avoir choisis pour organiser ça ici. Et puis, merci à tous les acteurs qui sont présents ou qui sont connectés. C'est quand même la 2e édition qu'on fait dans des conditions un peu virtuelles, mais qui remporte quand même un certain succès et qui montre qu'on peut avoir un input non négligeable, même si on n'est pas présent physiquement. Et c'est une démonstration que ça peut fonctionner. De toutes les façons, nous n'avons guère le choix. Alors, ces partenariats, bien sûr, ils s'enrichissent en fait des atouts et des caractéristiques de chacun des sites. Le site métropolitain a des atouts importants en termes d'écosystème de santé qu'il peut valoriser et mettre à disposition avec un écosystème de santé qui est riche, qui est dynamique, qui participe à cet écosystème avec des acteurs qui sont intégrés dans le territoire. Cet écosystème de santé, c'est un écosystème de santé à la fois avec des hôpitaux publics, des centres de recherche, des instituts de recherche importants. Et puis il y a un territoire fertile, nous aussi en termes de biotech et de health tech. La e-santé s'est développée du fait de la crise sanitaire, mais c'était déjà un atout important de notre territoire. En effet, on n'est pas Paris, donc on a réfléchi un petit peu à comment se diversifier depuis assez longtemps, et on a rebondi sur les forces de notre territoire. Et c'est vrai qu'on est assez bien équipé, puisqu'on a les 14 câbles sous-marins qui arrivent chez nous et qui sont vraiment... on essaie de structurer une offre pour pouvoir être vraiment un hub en fait d'interface entre le continent africain et l'Europe. On est vraiment situé au milieu géographiquement et on est équipé sur le plan digital et optique pour pouvoir faire ça. Après, les pays africains sont nos partenaires depuis toujours au niveau médical, puisque, par exemple, sur l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, 60% des collaborations internationales se font avec l'Afrique, que nous avons l'IHU qui a ouvert un laboratoire à Dakar sur les problématiques des maladies des maladies infectieuses dans les pays en voie de développement. On a l'IRD dont l'ensemble, la grande majorité des programmes de recherche, d'ailleurs l'année dernière nous étions avec la directrice de l'IRD ici, sont dirigés pour le développement de la problématique africaine et dont le siège est à Marseille. Donc on a vraiment toute cette antériorité avec l'Afrique qui fait que naturellement, je pense que et les uns et les autres, on peut s'enrichir de nos problématiques. Et je pense aussi non seulement on a des atouts pour l'Afrique, mais l'Afrique a beaucoup d'atouts à nous montrer, puisqu'ils ont été extrêmement inventifs, extrêmement dynamiques. Alors d'abord inventifs, on voit que depuis un certain nombre d'années, il y a des initiatives qui se sont développées. On voit qu'il y a eu des grosses levées de fonds. On voit qu'on a déjà des accélérateurs africains. Je pense par exemple à Connect Innov, qui est un accélérateur tunisien
qui est installé et qui a déjà posé des jalons sur notre territoire, avec qui on travaille, qui va être aidé par nos pôles de compétitivité, je pense à Eurobiomed. Donc on a cette interface qui est en train de se créer, et je crois que c'est très important. Et l'inventivité de l'Afrique, je pense à pas mal de choses, hein. Je pense à ces startups qui ont vu le jour, qui se sont montées en Afrique. Je pense à par exemple à cette boîte qui distribue des médicaments au Rwanda, Zipline, qui en fait a inspiré pas mal de gens ici. Et qui va prendre la parole dans quelques secondes. Super, puisque je sais que l'hôpital privé de Provence Tout à fait. va essayer de régler les problèmes d'accès, notamment à la transfusion sanguine, en utilisant des drones. Donc c'est en fait assez inspirant pour les uns et les autres, pour régler des problématiques qui sont identiques, même si les causes sont différentes. Et je crois qu'on a beaucoup à s'enrichir, à apprendre les uns des autres. Tout à fait. Alors, je vous demande d'applaudir Madame la vice-présidente, parce que c'est véritablement le cœur du sujet. Et cet exemple est parfait, Madame la vice-présidente. C'est comment une innovation qui se déploie au Rwanda, qui fait la livraison de poches de sang, de médicaments aux zones les plus reculées du Rwanda avec Zipline, eh bien, ça a inspiré le territoire. Et l'hôpital privé de Provence, hein, qui est sur le territoire marseillais, va essayer de faire la même chose. Et on voit cette accélération dans le changement de paradigme, et c'est un magnifique exemple. Et nous avons la chance, Madame la vice-présidente, d'avoir le directeur Afrique Go-to-Market de Zipline, Israël Bimpe. Bonjour Israël. Est-ce que vous parlez français ou shall we switch to English? Je parle français, mais j'ai choisi de parler anglais. J'espère que je serai traduit. Je sais également qu'il y aura peut-être un petit décalage et que vous allez entendre mes mots plus tard que ce qu'il ne faudrait. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment heureux de pouvoir participer à cet événement. Je vous félicite d'avoir organisé cet événement grandiose. J'ai suivi plusieurs sessions ce matin. Je pense que Zipline est l'une des grandes fiertés de ce continent. C'est une start-up qui existe depuis 4 ans. Et c'est moi qui l'ai mise en place au Rwanda, et maintenant je suis chargée de l'étendre à tout le continent. Et cela montre bien que nous avons une grande capacité d'innovation. Nous sommes au cœur de 2 industries, la santé et la technologie. Et c'est beau de voir des pays comme le Rwanda ou le Ghana qui se tournent vers un rythme très rapide, celui des start-up dans des pays en voie de développement. Lorsque nous avons commencé les activités en Rwanda, on a commencé à livrer du sang. Et il nous a pris 2 ans pour nous étendre à tout le pays. Donc nous sommes le premier fournisseur de sang à travers le pays, puisque nous fournissons 80% du sang à travers le pays. Et donc le gouvernement a voulu donc étendre ce concept. Il nous a demandé comment est-ce qu'il pouvait nous aider. Donc il y a d'autres gouvernements africains qui ont suivi l'exemple de notre gouvernement. Et lorsqu'il y a eu l'épidémie, ou plutôt la pandémie, et tout le monde s'est dit que notre concept devrait être en place partout. Et voilà pourquoi, en mai 2020, ce concept a été transposé en Caroline du Nord, aux États-Unis. Nous sommes en train de nouer de nouveaux partenariats. Je pense que depuis que la pandémie a commencé, les gens donnent plus d'importance à l'accès, à ces problèmes d'accès instantané. Et on se tourne donc vers les technologies et on se demande maintenant comment est-ce qu'on peut fournir et approvisionner les gens directement. Et donc cela vaut pour les médicaments, mais il y a aussi maintenant l'approche de la télémédecine, des traitements. Donc le
Ghana a réussi à répondre à la pandémie et nous avons distribué beaucoup de sang par drone depuis le début de la pandémie. Et lorsque les vaccins arriveront dans notre pays, nous avons les capacités nécessaires pour distribuer le vaccin partout sans laisser personne sur la touche au niveau géographique. Et vous savez, ce concept, il a été porté, il a été mis en œuvre par des Africains. Et nous avons des différents centres avec des jeunes talents locaux issus des communautés locales et ils s'assurent que les produits sont utilisés pour résoudre les problèmes locaux et ils essaient également de promouvoir les produits auprès des communautés. Donc nous souhaitons vraiment avoir le soutien des communautés. Donc nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons réussi à faire avec ce concept et on voit que d'autres aussi peuvent apprendre du continent africain. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, c'est donc fournir des médicaments, de la médecine avec la technologie. Nous essayons également de transformer la vision des gens vis-à-vis de la mobilité, la façon que les gens ont de voir la mobilité. Pour nous, c'est une fierté de le faire et je suis heureux de pouvoir partager ce concept avec vous. Et donc, je suis ouvert à toutes les questions si vous en avez. Merci beaucoup, Israël. Et quelle est votre réaction lorsque vous entendez que nous essayons de mettre en œuvre la technologie de Zipline à Marseille pour pouvoir livrer des poches de sang, des médicaments avec l'hôpital privé de Provence? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que si on vous l'avait dit il y a 3 ans? Non, pas du tout. Non, je ne m'y serais jamais attendue. C'est très enthousiasmant. Et vous savez, c'est vraiment le genre d'exemple que nous souhaitons avoir. Pour nous, c'est très enthousiasmant de pouvoir travailler. Nous pourrions même envisager un partenariat afin de contribuer à votre travail, car nous savons qu'il va falloir faire de nombreux efforts pour aller de l'avant au niveau de la santé, de l'aviation, au niveau de la communauté médicale. Donc, je suis très enthousiasmée à l'idée de travailler avec vous. Et nous devons donc assurer un accès équitable, égal à tous les produits de sang. Et nous pouvons le faire grâce à ces technologies, des technologies d'avenir. Et nous pouvons également offrir une expérience diversifiée à la communauté, aux utilisateurs, aux usagers de différentes façons. Merci beaucoup, Israël. Applaudissements. Témoignage. Alors, la révolution e-santé qui vient du terrain, comment le numérique change la donne en matière de santé. Eh ben, on va écouter aussi le point de vue des startups comme Israël, mais des startups francophones. Nous avons la chance d'avoir Corinne Ouattara, qui nous vient d'Abidjan, qui est la fondatrice de Pas Santé Mousso, qui est un très beau projet que tu vas nous décrire, que moi j'ai eu l'honneur de voir naître en 2015 lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ton projet sur le terrain à Abidjan. Aujourd'hui, Pas Santé Mousso sauve beaucoup de vies, notamment aide les femmes ivoiriennes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment aujourd'hui Pas Santé Mousso, l'impact sur le terrain? Et dans un second temps, ma question, c'est comment, selon toi, les solutions e-santé africaines peuvent être transposables sur la rive nord de la Méditerranée? Ma chère Corinne, à toi la parole. Bonsoir et merci Samy de l'opportunité que tu me donnes. Déjà, pour commencer, il faut savoir que le Pas Santé Mousso, c'est une plateforme qui est web et mobile en même temps et qui s'associe à un support, un device, qui peut être un bracelet ou encore un médaillon. Donc moi, je le porte sur moi. Donc je porte mon dossier médical et je pars partout avec parce que, bien évidemment, je suis ici à Marseille, mais il n'y a rien qui puisse communiquer pour moi en cas d'urgence parce qu'une crise, ça ne va pas prévenir et un incident non plus. Alors, le Pas Santé aujourd'hui, c'est plusieurs fonctionnalités. Donc, depuis le carnet de la mère de l'enfant, le carnet standard, la digitalisation même du parcours du patient. Dans la thématique de la mère et de l'enfant, ça permet de prendre en charge la mère et l'enfant depuis la consultation prénatale à la consultation postnatale. Donc, le parcours de l'enfant, les visites, après, même dans le cas de tout ce qui est cancer, le suivi, le dépistage, la sensibilisation, tout ce qui part par-dessus. Donc, c'est vraiment un dossier patient
à proprement dit. Et il ne s'applique pas seulement qu'à la femme, contrairement à ce qu'on peut dire, mais c'est tout le monde. C'est vrai qu'il y a un accent plus poussé sur la mère et l'enfant, parce que c'est une problématique qui s'inscrit dans le plan national de développement, mais ça s'applique à tout le monde, et les personnes qui sont jugées à risque, comme moi, donc asthmatiques avec des affections chroniques. Et puis là, en pleine crise sanitaire, on sait tous que 70%, ici je ne sais pas, mais en Afrique, 70% des décès aux urgences sont dus à l'erreur médicale. C'est vrai que l'erreur médicale est la 3e cause de décès après les AVC et puis le cancer. Donc on connaît la problématique déjà qui existe. Donc le Pass Santé va venir résoudre tout cela, et on est en pleine crise sanitaire. Comment assister une personne si on ignore tout sur son parcours? Donc ça a tout ça que s'attaque le Pass Santé en réalité. Et oui, tu as assisté à la naissance du Pass au départ. Donc on nous jugeait d'assez futuriste. On se demandait comment est-ce qu'on peut vouloir numériser le dossier patient. Est-ce que ça va prendre forme? C'est quelque chose qui ne pourrait pas marcher. Donc je dis toujours, heureusement et malheureusement avec le Covid aujourd'hui, on a compris qu'il faut passer à la digitalisation. On était tous confinés. Comment se faire consulter par un médecin quand on parle de confinement? Comment à un moment donné, étant chez soi, se faire suivre, continuer à se faire suivre par ce médecin, parce que tout le monde avait peur même de se rendre dans les centres de santé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pour la seconde question, qui est comment est-ce qu'on pourrait... Et aujourd'hui, ton innovation Pass Santé Mousso, non seulement tu as convaincu, mais tu as réussi à convaincre le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire qui t'accompagne, et je dirais même que c'est toi qui les accompagne aujourd'hui. Oui, c'est vrai que depuis lors, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Et puis on a fini depuis 2019 à avoir une convention avec le ministère de la Santé. Ce n'était pas évident, mais il fallait leur prouver que le mariage nouvelle technologie santé, c'est un mariage qui dure, mais c'est un mariage qui peut sauver de nombreuses vies. Donc, on a été accompagnés et on continue d'être accompagnés par le ministère de la Santé. Donc, je ne vais pas dire que je les accompagne, quoique je participe par la convention à la santé publique. C'est ça, en fait, mon contrat. Derrière, je suis également accompagnée par le ministère de l'économie numérique, parce que c'est aussi mon ministère de tutelle, qui est de l'innovation maintenant, qui, d'ailleurs, je suis ambassadrice de l'innovation. Bravo, on peut applaudir Corinne pour ça. Voilà. Ambassadrice de l'innovation de Côte d'Ivoire. Bravo Corinne. Donc, qui nous a permis d'avoir les agréments, parce qu'on travaille sur des données sensibles, c'est des données de santé, donc il était important d'être accompagné par ce ministère pour que le régulateur vérifie également la protection des données sur lesquelles nous travaillons. Donc cette double autorisation, je vais dire, nous a permis aujourd'hui de pouvoir commencer un déploiement. D'ailleurs, on vient de signer récemment un contrat avec la Poste de Côte d'Ivoire qui va nous permettre un déploiement national, donc s'appuyer sur les postes aujourd'hui pour pouvoir déployer, parce qu'on a 200 bureaux de poste, donc qui va nous permettre, avec un partenariat avec d'autres startups comme ScanMed, d'intégrer dans les centres de santé de la télémédecine, de la téléconsultation. Mais ça, ce n'est pas possible sans le pass, parce qu'aujourd'hui, on ne se substitue pas à une structure qui fait de la télémédecine, mais on a un dossier patient. Donc, peu importe les solutions, c'est une solution qui est interopérable, c'est une solution qui est modulable. Donc, toute structure qui pourrait s'appuyer à partir des données qu'on met à disposition. Voilà ce qu'un peu on fait avec le Pass Santé. Et c'est aujourd'hui plus de 22 000 adhérents sur la plateforme. C'est une solution qui s'attaque à n'importe quel domaine de programme, tout programme de santé publique. Le cancer, cancer de la femme, cancer... prostate, tout ce qui est cancer. Aujourd'hui, on est en partenariat avec le centre Alassane Ouattara de radiothérapie, donc pour suivre les patients cancer, ils sont chez eux, on a un déficit de professionnels. Donc, ils se déplacent à chaque fois à venir à Abidjan, alors qu'ils n'ont pas forcément le moyen, on connaît le coût du traitement du cancer. Donc, aussi, ils peuvent rester chez eux et être suivis au travers des données que nous avons avec, bien sûr, le partenariat avec ScanMed, avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec toutes sortes toutes les startups. C'est ça l'avantage avec le Pass Santé Mousso. On ne concentre pas autour de nous. On ne concentre pas et on fait un appel à tout le monde parce que c'est une synergie. C'est plusieurs compétences qui s'unissent pour faire de l'e-santé une réalité en Afrique. Merci beaucoup. On peut vraiment applaudir le témoignage de Corinne. Et je vais tout de suite me tourner vers Anicet, qui est le fondateur d'une start-up e-santé ivoirienne. Vous voyez que la Côte d'Ivoire est vraiment à l'honneur cette année. Le fondateur de ScanTicket.
vous travaillez en partenariat justement pour sauver des vies, pour permettre ce qu'on appelle la base de la pyramide, les personnes les plus fragiles, les plus éloignées de la santé, d'être suivies grâce au numérique. Aujourd'hui, Anicet, comment tu utilises la technologie au quotidien pour faciliter les services médicaux aux populations les plus fragiles? Ok, en fait, nous, on a une plateforme de télémédecine, donc de téléconsultation médicale. L'idée au départ pour nous, c'était de permettre surtout aux populations à l'intérieur du pays, donc de la Côte d'Ivoire, de pouvoir avoir accès à des médecins spécialisés, à des médecins généralistes. Je vais vous donner déjà quelques chiffres qui justifient le développement de cette plateforme-là. En Côte d'Ivoire, effectivement, comme dans la plupart des pays africains, on a un système de santé sous forme de pyramide. Donc, on a des centres de santé qu'on appelle des centres de santé de premier contact. Et ces centres de santé-là ne sont animés que par des infirmiers. Et un chiffre qui est un peu grave, c'est que plus de 90% des centres de santé en Côte d'Ivoire sont ces centres de santé de premier contact. Donc, plus de 90% des consultations qui sont faites en Côte d'Ivoire sont faites par des infirmiers. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans les zones qui ne sont pas urbaines, donc tous ceux qui sont en dehors d'Abidjan, pour parler de la Côte d'Ivoire, n'ont pas facilement accès à des médecins, même généralistes, juste pour une consultation. Donc nous, avec notre plateforme, ce qu'on permet de faire, c'est de permettre à ces populations-là de pouvoir avoir facilement accès à des médecins généralistes et spécialistes. Comment ça se passe plus spécifiquement? On est dans un pays africain et les personnes ne sont pas forcément tout le temps à l'aise avec l'outil informatique. Donc le déploiement, il est assez simple. On dispose dans les centres de santé ruraux, donc ce qu'on appelle les centres de santé de premier contact, des ordinateurs avec la connexion Internet. Sur ces ordinateurs-là, la solution ScanMed est déployée. Et lorsque un malade vient dans le centre de santé, l'infirmier, tout simplement, va, à partir de la plateforme, contacter un médecin distant. Donc, ce médecin distant peut être un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Aujourd'hui, on travaille avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan, qui est le plus grand institut de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest. Et ça nous permet de pouvoir apporter la cardiologie à des personnes qui sont à 800 km, qui sont à 700 km d'Abidjan. Donc voilà un peu comment nous, on essaie justement de pouvoir, à partir de la technologie, de pouvoir faire profiter, de pouvoir apporter de la santé à toute la population sur toute l'étendue du territoire. Merci beaucoup Anicet. On peut vraiment applaudir ton témoignage et on voit comment deux startups, Corinne avec Passanté Mousseau et Anicet avec Scantimed, arrivent à changer la donne grâce à l'entrepreneuriat. Je vais revenir vers vous, Madame la vice-présidente, et vers toi aussi, mon cher Youssef. Mais I have one question for you, Israël. J'ai une question pour vous, Israël, si vous nous entendez. Nous savons qu'il y a beaucoup de questions concernant la continuité. Quelle serait la situation présente en Afrique concernant ces choses et comment est-ce qu'on peut générer les bonnes pratiques concernant les données et la sécurité de protection de données? Je ne pense pas qu'il y ait deux dimensions pour ces startups dans ces espaces. Concernant les startups, comment ils gèrent ces données. Il y a la réponse et l'activité autour d'un cadre dans lequel ils travaillent. Je pense que la maturité qui existe depuis quelques années maintenant dans les cadres de données, le bon niveau de recherche ou d'intervention ou interprétation aussi. Donc, je pense que ça commence à
atteindre une certaine maturité maintenant. Et puis, ils peuvent contacter et être en contact avec Amazon, services web, etc. et beaucoup d'autres. Et côté politique, je pense que on voit beaucoup de gouvernements maintenant qui adoptent ces données et la dissémination des données, la distribution. L'Union européenne, et il y a un pays qui vient d'adopter cela depuis 6 mois, et il y a d'autres pays qui suivent. Il y a une certaine harmonisation à travers le continent. Et on va avoir un cadre de politique qui sera déployé aussi et mis en œuvre dans des différents pays. Et l'un des plus grands défis, c'est les cadres réglementaires qu'il faut respecter dans tout le continent. Donc, effectivement, il y a un certain niveau de maturité maintenant qui prend le dessus, mais il faut appeler pour qu'on ait de plus en plus. Et les startups doivent prendre encore un pas en avance pour que on soit et qu'on respecte les normes les plus élevées, par exemple les réglementations européennes, etc. Qui c'est qui a accès à quoi, etc. Comment faire le stockage de ces données, etc. Et quel pays qui l'opère, etc. Donc, ce genre de choses, il faudrait faire partie de la culture d'entreprise maintenant. Et bien sûr, il faut être basé sur de la confiance d'utilisateurs et autres. Et ils suivent assez vite. C'est assez stimulant et enthousiasmant. Cela parle beaucoup à la maturité des décisionnaires sur le continent maintenant qui commencent à prendre le pli, pour ainsi dire. Et donc maintenant, cela se passe et on ne fait qu'accompagner dans un certain sens. Merci. Merci beaucoup, Israël. Merci pour votre message. Maintenant, je vais retourner. Comment aujourd'hui, d'un point de vue... Et le message d'Israël allait dans ce sens sur le policy making, sur les politiques publiques entre l'Europe et l'Afrique en matière de e-santé. On sait qu'il va y avoir le sommet Europe-Afrique dans quelques semaines. Comment faire avancer la coopération entre les deux continents et quelle coopération concrète et je dirais même quelle structure peut-on mettre en place? Est-ce que, par exemple, ce type d'exemple très concret entre la métropole avec l'hôpital privé de Marseille et des initiatives, des innovations africaines, ou par exemple ce que nous a présenté Corinne et Anicette, à ce niveau-là, déjà, ça pourrait être un bon levier pour rendre les choses opérationnelles, concrètes, avant de ensuite faire un passage à l'échelle, plutôt que de rester vraiment dans les grandes déclarations politiques. Tout à fait. Moi, je pense que la première chose, quand je regarde le cas de Zipline, et il y a quelques cas comme ça en Afrique dont on peut parler, c'est le modèle que j'essaye de labelliser, en fait, le modèle d'innovation circulaire. Innovation circulaire entre deux continents, qui est un modèle très intéressant et qui n'a jamais été, on n'en a jamais parlé tel quel. Et ce qu'on voit très clairement, c'est qu'à travers un tel modèle de circularité, on pourra faire circuler en fait le savoir, on pourra faire circuler les compétences, on pourra faire circuler la technologie et on pourra faire circuler les instruments financiers. Et chaque acteur pourra en fait, je dirais, se plugger quelque part sur ce cercle-là et tirer avantage de cette innovation circulaire. Alors j'entendais un panel ce matin sur le Stage 2, quelqu'un qui disait « Nous avons en France les meilleurs chercheurs. Nous avons un système de recherche très performant, mais il faut qu'on parvienne à valoriser cette recherche. » Et c'est pour ça que je dis à travers ce modèle d'innovation circulaire, parce que on sait qu'aujourd'hui en Afrique, l'investissement dans la recherche, il est très bas. C'est moins d'1% du GDP qui est bas. Et donc, en fait, on pourrait capitaliser sur cette recherche pour faire de l'innovation. Et puis après, cette innovation pourrait en fait repartir en Afrique, en Europe,
en Asie ou aux États-Unis. Donc je dirais ça, c'est la première chose que moi je retiens du cas de Zipline, c'est conceptualiser pour avoir ce modèle de collaboration qui, je pense, sera un modèle de collaboration très équilibré entre l'Europe et l'Afrique, où chacun pourra trouver son intérêt. La deuxième chose que je retiens de ce que j'ai discuté, c'est que nous devons pouvoir permettre la mise en place d'un cadre qui va permettre la montée en échelle de ces innovations. Et je vois vraiment 5 axes importants. Le premier, c'est tout ce qui touche à l'éthique et la gouvernance. Donc, en général, on déploie des technologies digitales, mais on ne se concentre pas beaucoup sur les aspects liés à l'éthique. Le deuxième volet important qui a été très bien soulevé, c'est l'infrastructure des données et la gouvernance liée à l'infrastructure des données. Ça, c'est un point où on va devoir travailler, les aspects liés à l'interopérabilité, les aspects liés aux droits des gens, leur faire comprendre qu'ils partagent leurs données. Le troisième volet important pour moi, c'est tout ce qui touche à l'inclusion digitale et au biais. Et une fois qu'on rentre avec des outils d'intelligence artificielle, la question du biais sera une question très importante. Alors les 2 derniers points, c'est le financement des systèmes de santé, et le dernier point, c'est vraiment le cadre politique qui n'est pas assez bien développé. Et le problème du cadre politique, c'est qu'on a tendance à le limiter à 1 ou 2 niveaux. Mais si aujourd'hui je regarde en Afrique, quels sont les pays africains qui ont un cadre politique pour l'intelligence artificielle? Il y en a très peu. Même le Ghana dont on parle, qui est très innovant, ne s'est pas encore doté d'un tel cadre politique. Lorsqu'on va sur maintenant d'autres secteurs, comme même les maladies chroniques, très peu de pays aujourd'hui ont un cadre politique pour les maladies chroniques, alors que près de 100% des gens meurent de maladies chroniques ou d'accidents de la route. Et donc voilà, je crois qu'il faut pousser le développement du cadre réglementaire, mais à des niveaux beaucoup plus bas que le niveau je dirais, architectural très élevé. Merci beaucoup Youssef, merci pour cette vision je dirais de coopération et même de policy making. Et c'est le travail que vous faites avec la Fondation Africa Europe, qui est partenaire d'Emerging Valley, bien sûr. Et je voulais maintenant me tourner vers vous, Madame la vice-présidente. Là, il y a eu beaucoup de témoignages concrets du terrain, de cette réalité, de cette vivacité, de ce dynamisme de l'innovation e-santé en Afrique. On voit, et vous avez cité très bel exemple, que les incubateurs commencent à collaborer ensemble, commencent à faire même du soft landing ensemble entre les startups e-santé africaines et celles du territoire. Comment mieux valoriser le potentiel d'innovation du territoire ex-Marseille-Provence dirigé vers justement les écosystèmes africains pour attirer plus de startups, plus d'innovateurs, d'innovatrices comme Corinne, d'innovateurs comme Anissé qui viennent sur le territoire pour faire ce que disait très bien Youssef, c'est-à-dire des partenariats pour tester les solutions et ensuite faire ce passage à l'échelle entre l'Europe et l'Afrique. Moi, d'abord, je suis vraiment impressionnée par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un dynamisme fabuleux. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Je pense qu'effectivement, la e-santé, c'est un domaine qui est très important sur notre territoire, mais qui peut vraiment s'enrichir de ces expériences africaines. On voit qu'il y a déjà des liens qui se sont tissés, comme vous l'avez dit, sur les incubateurs. On voit qu'il y a des exemples qui se font sur des entreprises, par exemple comme Zipline. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, classiquement, on avait la notion que la recherche, notamment académique, est beaucoup plus développée en France. Évidemment, on est structuré depuis de très nombreuses années, la recherche médicale, la recherche scientifique, mais on voit qu'en termes de e-santé, on a beaucoup à apprendre du continent africain. Il y a beaucoup de choses à faire et de toute façon, cette valorisation ne se fera que dans une approche gagnant-gagnant, dans une approche de co-construction, de co-expérimentation. Ça sera forcément des choses que nous mettrons en place ensemble. Alors évidemment, pour la métropole, pour l'Europe de façon plus large, c'est effectivement un territoire où on peut faire bénéficier de certaines expertises médicales et scientifiques, mais à vrai dire, c'est le but en fait de tous les chercheurs et de tous les médecins que je représente un petit peu aussi ici, puisque c'est mon métier à la base. Il est vrai qu'on fait des choses, on travaille pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier, quel que soit le continent sur lequel ça se passe.
Et je pense que la e-santé nous permettra ça, nous permettra cette expertise. Moi, je suis impressionnée aussi par ce dossier médical digitalisé portable, en fait. Le pass santé Mousseau. Voilà, le pass santé, effectivement, il faut quand même avoir conscience qu'aux urgences à Marseille, il n'y a pas ce genre de dispositif et qu'on a besoin de s'inspirer. Je pense que la nécessité de la géographie et de la démographie médicale, il est vrai en Afrique, et puisque je crois que les chiffres sont assez bas, je crois qu'il me semble qu'on peut dire qu'il y a moins de 0,25, c'est 0,23 médecins pour 100 000 habitants en Afrique subsaharienne. On générait des problématiques que la e-santé peut permettre de résoudre. Et nous, on doit s'inspirer de ça parce que, la formation médicale en Europe, elle est bonne, elle est de bon niveau, mais il y a aussi des déserts, entre guillemets, médicaux. On peut vraiment apprendre les uns des autres et ça ne doit se passer que dans une démarche de co-construction. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Je vous demande de l'applaudir pour ce plaidoyer. Et c'est aussi une invitation du territoire, je pense, pour tous les innovateurs de la e-santé, de venir tester des solutions sur le territoire. En tout cas, vous serez accueillis. Il reste 5 minutes. Vous savez que le sommet Afrique-Europe arrive à grands pas. Je pense que tu es d'accord avec moi, cher Youssef, que la e-santé et la santé numérique doit être un des thèmes de ce sommet Europe-Afrique qui va être sous présidence française, je le rappelle. Et puisque Emerging Valley est sous le haut patronage du président de la République, il ne faut pas se gêner pour faire des recommandations, parce que nous allons faire un livre blanc qui sera publié en février. En 1 minute chacun, peut-être Corinne, quelle serait ta recommandation pour accélérer les coopérations Afrique-Europe en matière de santé, et quelles recommandations on peut formuler au sommet Europe-Afrique de février sous présidence française? Alors, en termes de recommandations, je parlerai de collaboration. Je dirais qu'il va falloir collaborer pour pouvoir co-créer, pour mettre en place un système de santé, mais un système e-santé véritablement efficace. Voilà ce que moi je dirais, c'est de la collaboration. On a des solutions qui fonctionnent là-bas, qui pourraient fonctionner ici également, mais aussi il y a la possibilité de pouvoir matcher avec des start-up, avec des structures ici, à Marseille, ici en France, avec d'autres entrepreneurs aussi bien en Côte d'Ivoire que partout en Afrique. Donc c'est vraiment de la collaboration, si je peux le dire ici. Merci beaucoup Corinne. Anissé, quelle serait ta recommandation que l'on pourrait porter au prochain sommet Europe-Afrique? Effectivement, comme Corinne l'a dit, la collaboration, mais on va dire médicale, parce que les chiffres, effectivement, en Afrique sont très bons en termes de nombre de médecins par habitant. Et en plus de cela, les médecins africains ne sont pas forcément très bien formés. Donc aujourd'hui, nous, ce de quoi on a besoin, ce qui pourrait vraiment aider les populations, ce serait par exemple quelqu'un à Abidjan qui pourrait discuter en téléconsultation avec un médecin en France ici, qui serait beaucoup plus qualifié peut-être pour régler des problèmes beaucoup plus graves qui ne sont pas disponibles, plutôt que de tout le temps faire voyager les gens. Commencer déjà par ce type de collaboration, ça pourrait vraiment aider. Et moi, je pense que vraiment la collaboration médicale aussi, elle est super importante en fait. Merci beaucoup. Donc, collaboration, partenariat, peut-être que la métropole pourrait jouer un rôle en matière de collaboration. En tout cas, il y a peut-être des synergies entre le territoire marseillais et ta solution Corinne, ta solution Anicette, et peut-être que la métropole pourrait être un territoire d'expérimentation pour incarner ce mot collaboration que vous portez fort. Youssef? En un mot, je vais faire juste une proposition. J'en aurai 2 au moins, mais je vais me contenter d'une seule. Je pense qu'il faut mettre en place un observatoire des compétences dans le domaine de la santé ou de l'e-santé, parce que c'est un secteur qui évolue énormément, qui va transformer vraiment, qui va avoir besoin de compétences à tous les niveaux, tant dans le domaine médical, mais également dans tout ce qui est connexe. Merci beaucoup, Youssef. Israël, if you're still with us, ahead of... Israël, si vous êtes encore avec nous, le sommet Afrique-Europe arrive à grands pas. Avez-vous des recommandations pour stimuler la coopération dans le domaine de l'e-santé? Je pense que je vais revenir sur ce qui a été dit sur la collaboration de l'Afrique et de l'Europe
nous devons poser des piliers, échanger des talents, échanger des capitaux et des informations, observer les talents et donc stimuler ces partenariats à travers le continent. Nous devrions nous devons poser de bonnes bases, une infrastructure commune qui crée des ponts entre les deux continents afin que les deux continents puissent développer leur propre secteur. Je pense que oui, ce serait ça ma recommandation. Nous devrions poser des fondements très clairs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Israël. La vice-présidente, quelle serait votre recommandation? Quel serait le message de Marseille pour accélérer cette coopération entre l'Europe et l'Afrique sur la e-santé à quelques semaines du sommet Europe-Afrique, sous présidence française? Moi, je pense on peut synthétiser un peu tout ce qui a été dit parce que je n'ai pas une recommandation qui est particulièrement originale. Moi, ce que j'ai entendu de la collaboration médicale avec de la téléexpertise. J'ai entendu un observatoire de la e-santé. Je trouve que cette idée, elle est vraiment très intéressante. Je pense qu'en fait, il faut vraiment co-construire. Et il faut co-construire, peu importe où se trouvent les compétences, puisque le numérique nous permet ça. Il vaut mieux effectivement faire voyager les compétences et les données patients de façon bien sûr sécurisée. Et ça, on sait que c'est tout l'enjeu qui va se trouver devant nous. Plutôt que de faire voyager les gens, c'est complètement, d'abord en termes de développement durable, c'est désastreux, c'est impossible la plupart du temps. Donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus. Et la co-construction en se basant sur les compétences, les forces et les compétences de chacun, c'est vraiment, à mon avis, le mot-clé. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Je vous demande d'applaudir Madame Emmanuelle Charaf, Vice-Présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence en charge de la santé. Corinne Ouattara, je vous demande d'applaudir Corinne, fondatrice de Passanté Mousso, qui a un très beau projet. Je vous demande d'applaudir Israël Bimpe, qui est with us from Kigali, Rwanda. Thank you, Israël. Anicet Amani, je vous demande de l'applaudir. Et enfin, je vous demande d'applaudir Youssef Travali, Research Fellow à la Africa Europe Foundation. Merci à vous tous. Et maintenant, on va faire la photo de famille avant de passer au prochain plateau. Merci.